Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Christophe Guy, je fais partie de l'équipe solutions de Keonis et aujourd'hui je vais vous parler du reverse engineering de CATIA 3D Experience 2023X. Pour commencer, nous organisons 1 à 2 webinaires par mois. Si vous avez des demandes, des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous l'envoyer au mail 3dx@keonis.com que vous retrouvez en bas de la diapo, en bas à droite. Commençons par l'agenda. Donc, c'est un agenda sur lequel on va aborder une grosse nouveauté qui est la possibilité de travailler sur des nuages de points de très gros volume. Puis on abordera les possibilités de reconstruction de pièces mécaniques, puis de nouveautés 2023X, puis une conclusion. Alors, pour rappel, CATIA 3D Experience, c'est une plateforme qui va nous permettre d'accéder par l'intermédiaire d'un portail à un certain nombre d'applications qui vont nous fournir des fonctionnalités par métier avec la possibilité de passer du marketing à la production par le design et la simulation. Le gros plus de cette plateforme, c'est bien entendu l'accès à une base de données unique et qui est partagée par tous les utilisateurs. La plateforme intègre toutes les solutions de Dassault Systèmes qui vont nous permettre de concevoir, de produire, de transformer, de simuler et d'optimiser virtuellement pour passer ensuite au réel. L'organisation de cette plateforme est basée et axée à des rôles. Ces rôles-là existent en fonction des métiers et ces métiers-là nous donnent accès à des applications qui contiennent chacune l'ensemble des outils concernant ces métiers. Aujourd'hui, on travaille sur le rôle reverse engineering qui, lui, va nous proposer, entre autres, mais pas uniquement, deux applications très importantes, Digitized Shape Preparation et Digitized Shape to Surface. La première va nous permettre de gérer et de manipuler les nuages et les maillages, de les corriger, de travailler dessus, de les découper, de les déplacer, de tracer des courbes sur ces nuages. Et la suivante va nous permettre de reconstruire des surfaces de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de travailler là-dessus, de faire de la reconnaissance de formes canoniques, mécaniques, et bien entendu de contrôler nos résultats par rapport à ce qui a été modélisé, de comparer donc ce résultat par rapport au nuage de points et donc de vérifier les différents écarts qu'il pourrait y avoir. Et si les écarts sont trop importants, d'y apporter les modifications nécessaires. Donc le sujet important aujourd'hui, c'est la possibilité de travailler sur des nuages de points très volumineux. Donc ces nuages de points très volumineux vont nous permettre de travailler sur des environnements extrêmement grands. Hein, vous voyez que sur l'image, là, on travaille sur une usine carrément. Donc, pour pouvoir travailler sur ces environnements extrêmement grands et donc travailler en 3D, ben, il faut avoir les moyens techniques de manipuler ces objets parce que, évidemment, plus on va avoir de points, plus ça devient compliqué à manipuler d'un point de vue graphique, d'un point de vue de performance, etc. Donc aujourd'hui, on était quand même un peu limité avec un nombre de points qui était de l'ordre de 100 millions.
c'était déjà pas mal, mais dès qu'on aborde des environnements extrêmement larges, ça devient trop limité. Donc, grâce à la 3D expérience, on n'a plus de limite. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de limite de points. On peut travailler sur des nuages de points extrêmement volumineux. Le nuage de points volumineux par rapport à un nuage de points standard, donc déjà, on n'a pas de limite avec ce nuage volumineux par rapport à un nuage standard qui serait plutôt limité aux alentours de 100 millions de points, un peu moins, voilà. Avec un nuage standard, on va pouvoir y faire, bien entendu, de la visualisation et de la modification. Sur un nuage de points volumineux, ça va se passer un petit peu différemment, puisque pour pouvoir le manipuler, on va rester en mode de visualisation avec ce nuage de points. Et lorsqu'on va avoir besoin de travailler sur le nuage de points, c'est-à-dire commencer à faire de la modélisation, on va passer par une étape d'extraction, c'est-à-dire qu'on va lui donner la zone de travail, on va extraire une partie de ce nuage de points et on va pouvoir, à ce moment-là, faire de la modélisation sur ce nuage de points. Les différentes possibilités que l'on a directement avec ce nuage de points volumineux. Première étape, on va pouvoir faire de la revue de maquettes numériques. On va avoir la possibilité de se retrouver à l'intérieur de ce nuage de points, de pouvoir se balader à l'intérieur. On va avoir les outils qui vont nous permettre de prendre des mesures pour pouvoir aller analyser les différentes pièces les unes par rapport aux autres. On va pouvoir y ajouter des annotations pour annoter le nuage de points. Et puis des outils qui vont nous permettre de mémoriser des points de vue, des zones de travail pour pouvoir continuer la navigation et la revue de maquette par la suite. Tout ça avec le nuage de points tel qu'il est à l'origine. Deuxième possibilité, c'est la possibilité de récupérer une pièce de bibliothèque. Dans notre cas de figure, là sur l'image, on a une vanne. On va pouvoir récupérer cette pièce de la bibliothèque et de venir la positionner sur le nuage de points. Donc, on va reconnaître la forme sur laquelle se positionne la vanne et avec les outils classiques de CATIA, on va positionner la vanne à l'endroit nécessaire et donc remplacer la zone qui a été modélisée. Enfin, s'il y a une vanne qui a été modélisée, on va pouvoir remplacer cette zone par la pièce déjà modélisée et qu'on pourrait avoir en catalogue, en bibliothèque chez nous. Autre possibilité, c'est à partir du moment où on a conçu et modélisé une zone de travail, eh bien on va comparer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comparer? Quelles sont les différences entre mon nuage de points et la géométrie qui a été modélisée? Bien entendu, tout ça pour vérifier qu'on n'a pas trop d'écart, pas trop de déviation, et si c'est le cas, apporter les modifications à notre modélisation pour se rapprocher le plus possible de notre nuage de points. Et puis, maintenant, on va réellement modéliser. Donc, pour ça, on va extraire une zone de travail. Vous voyez, là, il y a deux zones qui ont été extraites. Et bien, sur ces zones de travail, on va pouvoir faire de la reconnaissance de formes, des plans, des cylindres, toutes les formes canoniques nécessaires pour nous permettre à la reconstruction des différentes parties techniques de cette zone que l'on a isolée. Pour illustrer tout ça, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc, je la lance. Donc, comment ça se passe? On va ouvrir une nouvelle pièce. On va chercher l'application Digitized Shape Préparation pour travailler sur le nuage et on va aller importer un nuage de points volumineux. Donc, je vais le chercher sur le disque. Voilà. Le nuage de points va apparaître. Alors ici, on a les caractéristiques du nuage. Ça nous permet de voir qu'on a beaucoup de points. Voilà le résultat. On a l'avantage ici, c'est que le scanner nous permet, en plus de la modélisation 3D, d'avoir aussi une texture qui nous permet de reconnaître les pièces réelles. Ça dépend des scans. Souvent, c'est des appareils photo qui permettent, en plus de récupérer la texture des matières, ce qui donne un aspect encore plus réaliste. Et puis ensuite, eh bien, on va simplement aller définir une zone de travail. Alors pour ça, on va se mettre en position verticale pour aller définir une zone de travail. Vous voyez, je vais simplement aller tracer un rectangle de sélection. Voilà, je sélectionne cette zone.
Et à ce moment-là, cette zone-là va être extrait de mon nuage pour que l'on puisse aller travailler dessus. Donc je cache le nuage global. Et à partir de cette... voilà, ici on se retrouve avec 100 millions de points, c'est quand même assez conséquent. On va pouvoir ici commencer à lui demander de faire une recherche de forme. Donc pour ça, j'utilise l'application Digitized Shape to Surface et on va lui demander de commencer à reconnaître, par exemple, les faces planes, ce qui va nous permettre, par exemple, de trouver les faces de tout ce qui est profilé, de tout ce qui est surface plane d'appui. Voilà, donc on fait une première reconnaissance. Et lorsqu'on est satisfait, voilà le résultat, eh ben, on peut passer ensuite à la reconnaissance de formes de type cylindrique en imposant par exemple un diamètre précis, ici 150 mm, donc il va rechercher tous les tubes de 150, voilà, c'est ce qu'il a trouvé. Ça, c'est une prévisualisation. Et à la fin, on n'a plus qu'à lui demander de valider tout ça pour qu'il nous fasse à ce moment-là la construction des différents éléments. Voilà. Et on obtient le résultat avec l'ensemble des surfaces planes et l'ensemble des cylindres. Voilà concernant la gestion des nuages de points volumineux. Passons maintenant à la reconstruction des pièces mécaniques. Donc là, grosse évolution aussi, puisque les algorithmes nous permettent maintenant de gagner 50% de temps en conception. Donc alors, ce sont des nuages qui nous demandent d'être assez propres, hein. Il faut que les nuages soient de bonne qualité. La précision dépendra bien entendu du nuage de points. Évidemment, si on a un nuage de points un peu brouillon, on ne va pas obtenir des résultats probants. Et là, dans ce cas-là, l'approche pour la conception, on va travailler soit en volumique, soit en solide. Ça va dépendre en fait des applications que vous avez à disposition. Si vous avez plutôt des applications surfaciques, ben on aura un volume surfacique. Si on a des applications plutôt de type solide, eh bien on ira modéliser en solide. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Le process est le suivant. Là, si je pars par exemple sur l'idée que je fais un solide volumique, enfin pas un solide, un ensemble surfacique volumique, eh bien on va commencer par définir un volume extérieur en s'appuyant sur les faces latérales de mon maillage. On crée un volume extérieur, puis on avance au fur et à mesure en allant détecter les différentes formes caractéristiques. On va découper, splitter, retirer, enlever de la matière, etc. pour arriver au résultat final qui sera la pièce résultante. Ces outils qui nous permettent de faire ça, ben, c'est pareil, c'est de la reconnaissance de forme. Donc on peut avoir la reconnaissance soit totalement automatique, soit en indiquant ce que l'on veut sélectionner. Par exemple, si j'ai la sélection de la surface supérieure qui va me définir une surface plane. L'avantage de cet outil, c'est qu'on peut y apporter des contraintes, par exemple pour imposer à ce que lorsque l'on sélectionne deux plans, ben, ils soient parfaitement parallèles. Si j'ai un cylindre à mettre, eh ben, je vais faire en sorte que ce cylindre soit parfaitement perpendiculaire au plan que j'ai sélectionné. Donc on va lui mettre cette contrainte de perpendicularité. Donc là, on fait une conception un petit peu manuelle puisqu'on va faire les différentes opérations les unes après les autres. Mais on a aussi la possibilité d'avoir de la reconnaissance beaucoup plus automatique qui va améliorer énormément la productivité et le flux de travail pour pouvoir définir la pièce de façon le plus rapide possible. Et pour terminer, avec l'application par design, eh bien, on va reconnaître directement les trous. C'est-à-dire qu'il va reconnaître les caractéristiques du trou, il va automatiquement dire ben, c'est un trou lamé, c'est un trou lamé taraudé, un trou chanfreiné. Et dans notre arborescence de conception, on va retrouver la fonction trou qui contient toutes les caractéristiques. Et donc évidemment, s'il y a une modification à faire, ben, ça va se faire comme on le ferait dans une conception classique avec par design. Autre moyen de modélisation, c'est la tessellation par segmentation, c'est-à-dire que là, l'outil va reconnaître automatiquement toutes les faces existantes de ma pièce
et il va essayer de les caractériser. C'est-à-dire que si c'est une face cylindrique, eh ben, il va dire que c'est un cylindre. Si c'est une face plane, eh ben, il va faire en sorte que c'est une face plane. Et à la fin de cette segmentation, il va fermer le volume et on obtiendra un volume fermé de la pièce, qui va nous permettre directement d'apporter des modifications, rajouter un rayon, rajouter un chanfrein, et par le biais d'autres outils, de faire des modifications de diamètre, de tirer sur les faces. Voilà, tout ça, ce sera tout à fait possible par la suite. Là, on a récupéré le volume complet de notre pièce, mais il est tout à fait possible aussi de ne récupérer que des parties caractéristiques. Ici, j'ai besoin d'avoir les surfaces d'appui usinées. Eh bien, je vais lui dire, ben voilà, je veux que tu ailles me sélectionner ces zones-là. Pas besoin de lui demander de calculer l'ensemble du volume. On va lui indiquer par un simple clic les zones qui nous intéressent. Et lui va extraire ces éléments-là et en faire des surfaces pour nous permettre de travailler dessus directement. On va illustrer ça avec une petite vidéo de cette pièce-là. Donc voici un maillage. Alors ce maillage, il a été corrigé, nettoyé. On a enlevé toutes les erreurs que l'on peut retrouver dans un maillage. Donc ça, la correction, le nettoyage de ce maillage a été effectué avec l'application Digitized Shape Préparation. Ici, on est avec Digitized Shape to Surface et on va aller lancer la vidéo pour aller faire la reconnaissance avec l'outil de tessellation, de segmentation. Voilà, c'est fait. Vous voyez qu'il a reconnu toutes les faces. Alors, chaque face maintenant a sa propre couleur. On retrouve la liste des différentes faces dans le tableau que vous avez à droite. Chaque face, vous voyez, a été caractérisée. C'est des plans, des cylindres, des tores. Quand ce n'est pas caractérisé, ben, ce sera une forme libre, une free surf. Mais à ce moment-là, on va avoir la possibilité de les rassembler par couleur. Je vais pouvoir lui dire, vas-y, tu me mets les mêmes couleurs pour tous les cônes, pour tous les tores, pour tous les cylindres, pour tous les plans. On va les classer, les lister. Voilà, on a les cônes en jaune, les cylindres en bleu, les plans en rouge, etc., etc. Et à partir de cette segmentation, on va lui demander de créer le volume surfacique et donc d'avoir la peau complète de la pièce en une seule opération. Vous voyez, une opération quand même extrêmement rapide. Là aussi, on pourra y apporter les modifications nécessaires puisque c'est devenu un volume fermé, donc ça peut être transformé en solide, appliquer les congés de raccordement, des chanfreins, utiliser les outils de manipulation pour agrandir ou diminuer les diamètres, etc., etc. On va passer maintenant aux nouveautés concernant les créations de surfaces tout automatiques. Dans ces cas-là, ces surfaces automatiques s'adressent à des formes qui sont complexes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des formes simples de type canonique, des cylindres, des plans. Donc là, on travaille sur des formes beaucoup plus complexes, des formes voilà, qu'on ne peut pas modéliser facilement avec des formes canoniques. Première nouveauté, c'est la possibilité d'affecter une symétrie et en respectant les continuités en tangence sur le nuage de points, le maillage. Vous voyez, je vais d'abord récupérer la courbe limite qui passe dans le plan de symétrie. Je vais tracer deux surfaces, les surfaces qui vont me permettre de définir la perpendicularité à cette symétrie. Et à ce moment-là, dans la modélisation, on va tenir compte de cette symétrie et pouvoir modéliser notre pièce avec le respect de cette symétrie-là. Donc, on a modélisé une pièce en moitié et la pièce sera complètement modélisée avec sa symétrie. On va maintenant aussi avoir un meilleur respect des caractéristiques des lignes et des courbes qui définissent la pièce. Ici, sur ce nuage de points, vous voyez, on a une ligne quand même extrêmement caractéristique au milieu de la pièce. Et bien, on va pouvoir bien la définir. Voilà le résultat. On a bien défini les courbes limites, on a bien défini les courbes intermédiaires. Les courbes limites dans le plan de symétrie vont nous permettre de tracer des surfaces perpendiculaires pour respecter cette symétrie.
Et entre ces courbes-là, on va lui demander de calculer des surfaces de façon automatique. Voilà, le résultat il est ici. On a une première surface rose et une deuxième en dessous, la verte. Ces deux surfaces sont des calculs automatiques. On s'appuie sur les courbes limites. On respecte la continuité en tangence au plan de symétrie, la perpendicularité en fait, au plan de symétrie. On respecte les limites des courbes limites et le résultat nous permet d'obtenir la surface complète de l'ensemble par le biais d'une symétrie, etc. Dans le cas de pièces complexes, de maillage complexe, on peut avoir des zones qui demandent plus de précision, notamment ici, là, si on regarde la poignée du siège, on a une zone quand même un peu plus complexe quant à la forme, on va demander à avoir une zone de maillage plus précis. Et par contre, pour le reste, on lui demandera un maillage un peu moins précis. Là, maintenant, c'est tout à fait possible de le réaliser. Donc, vous voyez, on part toujours avec la même démarche. Hein. Je prends les courbes limites qui définissent mon plan de symétrie, je trace mes surfaces pour obtenir les surfaces perpendiculaires au plan de symétrie, de façon à avoir la tangence à la symétrie. Je définis, vous voyez en bleu, la zone qui m'intéresse et qui nécessite un maillage plus précis. Et à ce moment-là, dans cette zone-là, vous voyez, la surface, elle a des carreaux beaucoup plus fins, ce qui me permet d'avoir une précision bien meilleure que sur les carreaux ou les surfaces qui sont plus tendues. Voilà, puis après on fait la symétrie, bien entendu. Autre amélioration qui ne cesse de s'améliorer depuis la 21X, mais là c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on va avoir un positionnement complètement automatisé du nuage de points sur une pièce existante. Imaginons que vous ayez modélisé une pièce, mais vous avez aussi le nuage de points d'une pièce qui a été réalisée précédemment. Vous voulez comparer les deux. La plupart du temps, la pièce elle n'est pas modélisée au même endroit que le nuage de points a été scanné. Donc, on va voir les deux objets complètement posés dans l'espace complètement différemment. On va avoir de façon très, très automatique la possibilité de les repositionner directement les uns sur les autres avec une analyse de déviation, ce qui nous permet de vérifier qu'on est bien positionné et surtout de vérifier les différences qu'il peut y avoir entre les différentes pièces. Voilà pour les nouveautés. On va passer maintenant à la conclusion. Donc, le reverse engineering va nous permettre de modéliser des pièces physiques en 3D dans CATIA V5 par l'intermédiaire, bien entendu, d'un nuage de points, d'un scan, d'un maillage. On va gagner énormément de temps puisque les outils n'ont cessé de s'améliorer. Donc, on va pouvoir gérer, réparer, affiner et donc améliorer la qualité du maillage grâce à Digitized Shape. Voilà. Et puis, bien entendu, une fois que l'on a remodélisé la géométrie, on va pouvoir vérifier et comparer le résultat de notre modélisation par rapport au nuage de points, faire les comparaisons, vérifier les écarts et y apporter les modifications si nécessaire. Pour terminer, concernant ces outils, on est là pour vous conseiller, pour vous aider à mettre en place les méthodologies concernant l'utilisation de ces outils. Bien entendu, on va vous proposer des formations et du support sur tous les outils de CATIA 3D Experience. La formation, c'est une formation qui va durer 2 jours, dans laquelle vous allez avoir une journée concernant l'application Digitized Shape Préparation et une deuxième journée concernant l'application Digitized Shape to Surface. Je vous remercie pour votre attention et espère vous revoir à l'utilisation de cet outil de reverse engineering.